Salut les jeunes, c'est Tisma, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau Tisma Show. Nous voilà donc ce vendredi 19 janvier 2024 et aujourd'hui nous allons parler des choses suivantes. Donc tout d'abord nous allons faire une petite revue avec le compte de BitMEX Research sur les Bitcoin Spot ETF Inflow, Outflow des différents tickers. Sans surprise, les GBTC sont dumpés sur le marché fortement, voilà. On verra pourquoi et notamment avec un tweet que j'ai fait le 14 octobre 2023 indiquant justement que la théorie allait nous montrer que les flows GBTC allaient être négatifs déjà à l'époque. C'était assez logique. Je vais vous expliquer tout ça, mon raisonnement. Ensuite, on va parler donc du protocole le nouveau L2 Blast, donc sur la blockchain Ether. Je vais vous expliquer comment ça marche, pourquoi ce sera intéressant comparé aux autres L2. Et on regardera également l'avis d'un mastodonte du crypto game, qui n'est pas moins que celui de Kobe Crypto Cobain, que vous connaissez probablement. Ce mec est littéralement le GOAT du trading et de la crypto. Ça fait depuis 2017 que je le connais et c'est lui qui a limite il fait les cycles avec ses tweets tellement il est chaud. Donc on va voir son avis sur Blur, enfin sur du coup Blast qui est un protocole lancé par Blur. On parlera également donc des prochaines dates pour les hearings de FTX, donc les prochaines audiences. On fera une rapide analyse du coût de production d'un Bitcoin après le halving, donc vous allez voir c'est assez intéressant en termes de prix. Et pour les deux derniers points, on va voir le trade qui a coûté des milliards au fonds d'investissement crypto. C'est un thread écrit par un mec d'un fonds d'investissement et ce trade en fait a été la perte de Treehouse Capital et de multiples fonds crypto. Ça va inclure évidemment du Grayscale dedans. On va aller voir tout ça ensemble, c'est très intéressant. Et ensuite on terminera par la liste des personnes à suivre en 2024 sur Twitter. Voilà, c'est parti, je rentre dans le vif du sujet tout de suite. Alors, nous voilà donc sur le Twitter feed du Tisma Show. Donc, tout d'abord, la chart des flows des ETF. Donc, en gros, négatif, ça veut dire que c'est de l'argent sur la journée qui est sorti du fonds. Et si c'est positif, c'est l'argent qui est rentré. Et ça, évidemment, c'est en millions de dollars. Donc là, on peut voir que premier jour, on a environ un outflow de 100 millions de dollars chez Grayscale. Tout le reste était en fort positif dans les autres fonds. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être surtout BlackRock, Fidelity, qui sont les deux gros asset managers. Donc là, nous pouvons voir que Grayscale en gris, c'est donc du outflow. Donc ça veut dire que c'est de l'argent qui est redeem, donc des parts qui sont redonnées à Grayscale et du coup ces BTC sont vendus sur le marché, donc c'est de l'argent qui sort des ETF parce que oui, ça on va le voir après, pourquoi c'est logique, je vais en parler avec mon tweet juste après cette chart. Donc là vous voyez beaucoup d'outflow Grayscale, on a à peu près en cumulé du 500, on va dire 600, 1 milliard 2, 1 milliard 6, on va dire qu'il y a environ 2 milliards 2 qui sont sortis du fonds de GBTC, donc c'est énorme et je pense que limite on est à break-even quasiment en termes de inflow-outflow. On n'a pas un énorme inflow pour le moment dans les fonds, on doit avoir un peu plus que là, il y en a quand même, ouais si on doit avoir un peu plus d'inflow que d'outflow, mais c'est majoritairement du selling GBTC. Alors à mon avis, il y a pas mal de ce selling en fait qui rentre dans d'autres ETF. Pourquoi ? Alors déjà, tout simplement, faut savoir que Grayscale ont des frais d'1,5% de frais de gestion, ce qui est environ 5 fois plus, un peu plus même, qui est environ 5 fois plus cher que la majorité des autres asset managers. Donc BlackRock qui est à 0,12 actuellement jusqu'à 5 milliards de dollars pour la première année et ensuite qui va passer à 0,25% de frais. Donc ça reste extrêmement faible comparé à Grayscale. Et il faut savoir également que Grayscale, vu qu'ils ont créé leur fonds Bitcoin il y a longtemps, enfin il y a plus de 2 ans, donc par conséquent, les holders, ils ne pouvaient pas vendre parce que jusqu'alors, il y avait un discount des parts du GBTC par rapport au Bitcoin qui était très négatif jusqu'à moins 40%. C'est-à-dire qu'en fait, vos parts, donc vous avez donné un Bitcoin à l'époque pour avoir une part, sauf qu'au final, votre part, elle vaut 40% moins cher que le prix du Bitcoin. Et ça depuis 2 ans, ce qui fait que les holders de GBTC étaient bloqués en attendant l'annonce du spot ETF. Et donc par conséquent, maintenant que le prix du Bitcoin est haut et qu'en plus le discount est tombé quasiment à 0 à parité, et les mecs en fait ils disent ok maintenant je réalise mes profits, je me casse de ce trade ou alors je rebalance
dans un fonds qui coûte beaucoup moins cher en fait tout simplement que celui de Grayscale. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voit de gros outflows sur GBTC. Je pense que si on continue de dump, il y a un risque que les outflows s'accélèrent pour au final se réduire fortement. Parce que en fait tous les gens là ils disent ok bon j'attends que le Bitcoin repart. S'ils commencent à redescendre ils disent ok ils vont capituler, ils vont se dire ok c'est bon je me casse du trade. Donc du coup ça peut amplifier sur un dump la pression vendeuse je pense. Mais ça va la stopper net par la suite parce que tous les mecs qui auront un peu paniqué ils vont se dire ok c'est terminé et arrêter de vendre. Et là à ce moment là une fois que la pression vendeuse aura diminué je pense qu'on va revoir un beau rebond potentiellement sur le Bitcoin ou au moins une latéralisation dans le temps. Voilà, parce que je pense que là, comme vous le voyez, chez les autres asset managers, sur les autres ETF, les inflows ont été faits assez haut et donc je pense pas que les mecs qui ont décidé de faire des inflows sur des prix du Bitcoin relativement élevés comme ça, à 49 000, 46 000, etc., ils vont décider de panic sell rapidement. Donc je ne pense pas, parce que ça doit être des utilisateurs relativement avertis quand même. Bon, après, on sait jamais. Comme on l'a vu, des gros fonds d'investissement ont éclaté sur des trucs assez obvious. Donc à voir. Et donc c'est pour ça que j'avais fait ce tweet le 14 octobre 2023. Donc là, en relisant, je me rends compte que je me suis trompé dans le tweet. C'est pas vendre des GBTC shares, mais c'est en gros l'arbitrage est le suivant. Si tu vas acheter des GBTC shares, ok, en secondary market, tu vas pas en minter. Et ensuite, du coup, tu vas les redeem, donc tu vas les donner pour récupérer les BTC correspondants. Et à ce moment-là, tu vas en fait sell tes bitcoins au marché. Et donc tu vas créer tu vas faire réduire faire monter les GBTC shares et en fait faire descendre le prix du Bitcoin jusqu'à faire converger les deux à 0%. Donc il y a un sell en plus de ce que je vous ai parlé tout à l'heure, donc des outflows, etc., dû justement au rebalancement et à prise de profit. Mais en plus, il y a cet arbitrage qui s'effectue, qui fait que du coup, il y a vraiment une incentive pour les participants du marché d'acheter les GBTC shares sur le secondary market et du coup de vendre des vrais BTC sur le marché. Donc en créant une pression vendeuse supplémentaire. Donc ça, c'était intéressant. Voilà, maintenant du coup, parlons de Blast. Donc Blast, vous avez probablement dû en entendre parler il y a 2 mois. Blast, en fait, c'est un nouveau L2 donc, qui a été créé par les fondateurs de Blur, donc cette plateforme, cette marketplace NFT qui a extrêmement bien fonctionné, qui a pris beaucoup en popularité et en volume sur le marché. Et en fait, donc c'est son fondateur, Pacman, sur Twitter, qui a donc décidé de faire un nouveau L2. Donc un L2 comme vous les connaissez, ça va être Optimism, Arbitrum, Polygon, trucs comme ça. Et ça va permettre d'avoir des nouvelles applications en fait sur la blockchain via la blockchain Ether. En fait, la blockchain Ether est surtout pour settle certaines transactions, enfin des transactions générales. Donc ça permet, les L2 permettent en général de réduire la taille et donc les fees que prennent les transactions par exemple sur le réseau L2 tout en gardant la sécurité et la décentralisation du réseau sous-jacent, donc le réseau L1, et ici donc ça va être sur Ethereum. Donc Ethereum, donc Blast en fait leur gros atout, c'est qu'en fait tout l'argent que vous allez bridger donc sur Blast, donc si vous bridgez vos tokens Ether ou vos stablecoins, vous allez automatiquement et nativement générer du yield via le protocole Blast. Donc tout simplement ça va être un protocole qui va yielder en continu sur vos Ethers et vos stablecoins. Alors pour cela ça va être fait de la manière suivante. Sur Ether, en fait, quand vous allez bridger vos Ethers, les Ethers bridgés vont naturellement être stackés via des validateurs et récupérer le yield de la blockchain Ether du Proof of Stake. Voilà. Donc c'est ce qui va être redistribué en total partie, je pense, aux personnes qui ont bridge leurs Ethers. Et ensuite pour les stablecoins, ça va être en fait automatiquement investi dans des T-bills on-chain, donc c'est-à-dire de l'obligataire tokenisé. Donc l'obligataire c'est en fait les bons américains, etc., qui yield actuellement du 4-5% à l'année. Et en gros, vos USDC, USDT vont être automatiquement investis dans des T-bonds, du Treasury Bill, et vous allez yielder nativement également. Donc voilà, c'est ça ce qui est Blast. Actuellement, on est encore à l'état de il n'y a pas de protocole. Vous pouvez déjà balancer vos Ethers dans le protocole Blast, mais en fait c'est pas vraiment un protocole, c'est juste un multisig en fait littéralement.
détenu par la team de Blur et Pacman. Et en gros, vous faites un transfert de TH dans ce multisig, et ensuite vous recevez des points en continu en fonction du nombre d'Ethers que vous avez bridgé. Et en fait, ces points seront convertis en Mars en airdrop de token Blast sur le protocole lorsque le mainnet sera sorti. Et vos Ethers que vous bridgez dans ce multisig sont automatiquement, vous yield automatiquement comme si vous aviez stacké sur Lido. Donc c'est très intéressant. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse de farmer l'airdrop. Perso, j'ai un petit billet dedans, bon pas énorme parce que honnêtement j'avais la flemme de débridge de Lido pour rebridge là, mais ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Ensuite, on va voir du coup maintenant l'avis de Crypto Cobain. Crypto Cobain, donc c'est @Kobe je crois sur Twitter, voilà, @Kobe. Lui, c'est le boss des cryptos, toutes catégories confondues, que ce soit de la recherche, de la DeFi, du trading. Il est monstrueux, il prédit des cycles comme never. Voilà, donc on va le voir 2 fois dans ce Tisma Show. Et là, c'est donc son avis sur Blur. En fait, je vous fais un TLDR, donc un résumé rapide. En fait, ce qu'il dit, et puis si vous voulez lire en détail, je vous laisse mettre pause. En fait, ce qu'il dit, c'est que il y a de plus en plus de L2 qui sortent et le marché les reçoive très bien parce que ces L2 vous permettent d'augmenter la scalabilité du réseau, permettent de faire des trucs qui sont un peu plus particuliers en fonction de vos applications, etc. et de réduire grandement les frais tout en gardant la sécurité. Donc ça, c'est très important. Donc ce qu'il dit, c'est que voilà, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de L2 qui sortent et ce qui est intéressant en fait chez Blast, c'est que plutôt que de se vanter sur un podcast de la nouvelle technologie révolutionnaire que notre L2 propose, en fait Blast se place sur un nouveau marché, c'est-à-dire celui du native yield, qui n'est pas le cas en fait des autres L2. Les autres L2, bah, du coup comme je l'ai dit, ils vont essayer de se mettre en avant avec leur technologie, leur sécurité, leur rapidité et tout, mais en réalité on le voit très bien avec le farming de points, d'airdrop, etc., que les gens sont beaucoup plus enclins à utiliser la chaîne si il y a potentiellement une malle financière derrière, et donc cette malle financière va être la génération native de passive income en fait si vous utilisez cette chain. Donc c'est vraiment un gros bull case sur le L2 de Blur. Et aussi en fait c'est pas compliqué, mais Blur a été un succès phénoménal dans la cryptosphère et par conséquent bah, du coup la confiance dans la team est très élevé, donc on estime qu'ils vont probablement réussir leur pari, vu que c'est un peu les boss des tokenomics et des ponzinomics, donc voilà. Donc ça c'était tout pour Blast. Ça, ce sont les prochaines dates des audiences d'FTX. Donc 17 janvier, elle a été annulée, elle a été reportée le 25 et le 22 du coup. Donc celle du 17 a été reportée le 25 je crois, et le 22 c'est une autre. Donc j'espère qu'on va en apprendre plus sur le restart d'FTX, parce que pour le moment on est encore un peu plan-plan, on n'a toujours pas de nouvelles alors que normalement ça devait être annoncé il y a longtemps. On sait qu'il y a 3 gros bidders, notamment un ancien mec qui travaillait au New York Stock Exchange si je me méprends pas. Voilà, qui travaille en crypto maintenant, qui est le numéro 1 bidder. À voir ce que ça donne, j'aimerais bien en apprendre plus. Actuellement, je sais aussi que j'ai des potes qui ont vendu en aftermarket leur claim avec @FTX Creditor, si ça vous intéresse, sur Twitter. Ça s'est très bien passé, le processus est rapide, en quelques heures c'est fait, vous avez reçu votre USDC. Et en gros, transférez via un call Zoom vos propriétés sur vos claims. Et vous récupérez en fonction de la claim. Plus vous avez de claims, plus vous allez récupérer en termes de pourcentage. Mais en gros, ça tourne autour de 55%. Voilà, sur des claims en dessous de 100 000 euros. 2 petites citations maintenant de Steve Burns, qui est je crois qu'il écrit pas mal et qui était trader aussi. Lack of capital is the root of all kinds of bad risk management de Asim Wazir. Alors en gros, ça veut dire que le manque de capital est la source de tout mauvais risk management. Comment je l'interprète, moi, ça veut dire que en fait, quand tu as peu de capital, bah du coup tu vas psychologiquement être plus affecté et par conséquent potentiellement faire du mauvais risk management, c'est-à-dire quitter pour les mauvaises raisons ton trade ou cut ton winner trop tôt. Voilà. Il dit également que les stop loss devraient être à un niveau technique qui montre que si on atteint ce niveau, tu es dans le faux sur ton trade. C'est un très bon conseil. Maintenant parlons du prix du Bitcoin après l'halving. Donc ça va être, donc c'est une analyse qui provient de CoinShares qui nous montre que le coût de production d'un Bitcoin post-halving, donc d'ici quelques mois, sera d'un average de 37 856 $. Et du coup, il y aura probablement, ça on le voit après chaque halving, une diminution du hash rate, tout ça, enfin temporaire,
tout simplement parce que il y a plein de mineurs qui doivent déconnecter parce que le coût devient trop élevé. Actuellement, la moyenne du network Bitcoin est de 34 watts par terahash avec des projections qui montrent un potentiel drop de 10 watts par terahash mi-2026. Donc ça veut dire que la moyenne du réseau sera environ 3 fois plus efficace par milieu 2026. Parlons maintenant du fameux trade qui a fait perdre des milliards de dollars au plus gros fonds d'investissement crypto au monde, aussi surnommé le trade faiseur de veuves. Et c'est à cause de ce trade que la majeure partie des fonds ont explosé, notamment 3 Arrows, BlockFi, Silvergate et FTX, parce qu'évidemment tout était comme ça. Donc ce thread est écrit de la perspective du coup d'un insider qui était dans ce trade avec son fonds et qui a survécu après à une performance de moins 38%. Et qui était probablement la meilleure performance de tous les fonds investis dans ce trade. Certains fonds ont été jusqu'à perdre plus de 1000% de leur investissement d'origine et ils ont été forcés de repayer évidemment. Donc comme vous pouvez le voir sur cette charte, ici en jaune c'est le prix, c'est le discount pardon, par rapport au prix du BTC. Donc là vous voyez on voit un 0%, 5%, 10% et ça c'est le nombre de shares qui sont émises. Parce qu'en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le fonds de Grayscale, lorsque vous achetez des shares, je crois qu'il y avait un timing de 6 mois avant de les recevoir. Donc il y avait des unlocks de shares pour qu'elles soient vendues sur le marché secondaire. Donc c'est ça, les barres bleues correspondent à ces unlocks de part. Et vous voyez, donc dès qu'il y a un unlock, en général, le prix part à la baisse. Donc là, vous voyez, gros unlock ici, le discount part à la baisse. Pareil, gros unlock là, ça repart à la baisse, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, à partir du moment où il y a des unlocks, ces shares peuvent être vendus sur le marché, donc créer une pression vendeuse supplémentaire. Ok. Commençons par le commencement et de what the fuck, c'était quoi ce trade? En fait, donc c'était un trade qui était très connu dans le monde de la finance tradi et crypto, notamment par les célèbres market makers comme Jump, Jane Street, etc. Et en fait, tout commence parce que GBTC, donc les shares de Grayscale, étaient en fait plus chers que le Bitcoin. Oui, le GBTC n'a pas été toujours tradé à un discount, il a été effectivement un jour évalué à beaucoup plus qu'un Bitcoin. C'est-à-dire que c'est pas compliqué. Quand vous vouliez acheter des parts de Grayscale, vous aviez deux options. Soit en acheter sur le marché secondaire, soit en minter via le marché primaire, via Grayscale directement. Sauf que pour minter via Grayscale, il fallait des certifications spéciales, je crois, et un montant minimal relativement élevé. Ce qui n'était pas forcément accessible à tous. Et donc, votre seule option parfois, souvent, c'était d'acheter des GBTC shares directement secondary market. Et en fait, il y avait un truc, une couille justement qui fait que ça c'est un point important, c'est que les gens qui transféraient leur Bitcoin en GBTC shares avaient leur GBTC shares qui étaient lockés pendant 6 mois. Donc c'est-à-dire pendant 6 mois, ils ne pouvaient pas les vendre sur le marché secondaire. Ce qui fait que même s'il y avait des gros inflows dans le fonds de Grayscale, ces GBTC shares ne pouvaient pas atteindre le secondary market. D'accord ? Donc, ce qui a eu pour conséquence en fait d'avoir des shares GBTC qui tradaient effectivement à un premium de jusqu'à 30% pendant une bonne période, notamment là on voyait en juillet 2019, elles tradaient à 28,82% au-dessus du prix du Bitcoin. C'est-à-dire que c'était un excellent trade en fait parce que les fonds d'investissement, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils achetaient ceux qui avaient suffisamment d'argent, ils mintaient des shares GBTC et ils savaient à 90% de chance qu'ils allaient toucher le premium de 30% à la fin des 6 mois. Donc c'était un trade ultra rentable et extrêmement connu à l'époque. Et pourquoi donc ce premium à ce moment-là? C'est parce que Bitcoin à l'époque était très compliqué d'accès pour une grande majorité de clients traditionnels. Et donc leur seul moyen en fait pour s'exposer à la hausse du BTC, c'était d'acheter des parts du GBTC sur l'aftermarket. Et donc ça a contribué à un premium élevé parce que les gens qui avaient acheté et minté des GBTC shares ne pouvaient pas encore les dump sur le marché parce qu'il y avait une fenêtre de 6 mois. Ok, et je me trompe, là je dis 6 mois depuis tout à l'heure, mais c'était 1 an. Alors j'ai un doute parce que regardez là, moi j'avais lu, c'était 6 mois. En gros, pour qu'ils puissent utiliser leur GBTC, ils doivent être à au moins 6 mois. Voilà, donc c'est 6 mois ou 1 an. Bref, en gros, ces GBTC shares ne pouvaient pas être tradés pendant cette période. Donc du coup, le trade en fait était simple. Comment est-ce qu'on fait de l'argent? C'est tu donnes à Grayscale un Bitcoin et ensuite tu récupères l'équivalent en GBTC dans 1 an. Sauf que le GBTC vaut 30% plus cher, donc tu gagnes 30% directement. Donc du coup, tu vends ton GBTC après.
Donc tu fais un 30% gratuit en plus de ton BTC qui a pris de la valeur. C'est un an d'attente, mais le premium n'a jamais été négatif une seule fois. Et des fois, le premium est devenu complètement taré jusqu'à aller à 800% plus cher, comme le montrent ces cartes, cette charte. Donc vous voyez là, le premium sur ETH était de 750%, donc quasiment, enfin de plus de 800% en juillet 2020, un peu avant. Et pareil sur BTC, on avait un premium de 100%. Donc autant vous dire, une masterclass. Donc ce mec-là et beaucoup de personnes ont décidé de prendre ce trade. Ils ont entendu parler de gens qui ont fait 15 à 20 fois sur un an. Most importantly, donc le plus important, c'est que la duration, donc le temps d'attente a été cut de 1 an à 6 mois pour le fonds sur Ether. Ok, donc ce qui fait que c'était beaucoup plus rapide. Donc la stratégie était de se leverager au plus possible pour profiter au maximum du trade. Donc du coup, la strat, c'est déposite 1 million de dollars en cash. Ensuite, avec ce cash, tu empruntes 3 millions de dollars. Donc tu t'empruntes 2 fois ta mise. Ensuite, tu déposites ces 3 millions de dollars sur Grayscale. T'attends 6 mois. Et voilà, tu profites du cash. Donc en gros, ça te fait un bonus de 90% moins les intérêts parce que tu as 30% de premium. Et vu que tu as borrow x3, tu fais 90%. Voilà, tout simplement. Donc c'est un trade insane avec un risque qui est quasiment nul, techniquement. Donc par conséquent, les taux de lending ont explosé sur les plateformes qui permettaient de lend du BTC. Et donc en gros, ils avaient un 15% de paiement d'intérêt, donc ce qui était énorme, mais en même temps, on s'en fout. Le trade est tellement rentable que ça reste worth de le faire. Et donc 15%, c'était le rate le plus bas. En 2021, il se rappelle que tout le monde disait « Wow, BlockFi, il yield de fou, donc ils ont une renta de fou. Est-ce que je devrais déposer du coup pour yield mes BTC ?» Et en gros, tout était connecté en fait. Pourquoi est-ce que le BTC et l'Ether ont pumpé aussi hard? C'est parce que d'énormes fonds ont décidé de prendre ce trade en fait tout simplement, et donc d'acheter des Ethers pour des sommes et du BTC pour des sommes astronomiques. Et ensuite de les mettre, mais ça on était déjà au courant à l'époque, j'avais fait des threads, si vous remontez en 2020, 2021, etc. J'avais fait des threads justement sur comment ce trade était en train de faire pumper le marché, et du coup on checkait pas mal les unlocks des GBTC shares, justement pour voir quand est-ce que allait être dumpé sur le marché, et les unlocks et tout. Tout ça, ce pump BTC Ether à l'époque a été fuel en partie donc par ce trade faiseur de veuve, comme ils l'appellent. Donc eux, ils ont seulement pris le trade sur Ether. Et en gros, au bout de 1 mois après le trade, il se passe un truc de fou. Le premium, jusqu'alors positif, devient négatif. Donc c'était un discount. Et là, c'est une catastrophe. Parce que du coup, les 30% premium x 3, donc les 90% qui devaient gagner, en fait, deviennent moins 90% plus les intérêts. Parce que du coup, un premium de moins 30% fois 3 fois ta mise, et ça fait un moins 90% à la fin. Donc là, c'est une catastrophe, sachant que les fonds ont les pieds et les mains liés à cause de leurs emprunts, etc. Et en plus de leurs pertes latentes, ils sont en train de devoir payer des taux d'intérêt extrêmement élevés. Et donc là, à partir de février 2021, leur vie devient un enfer. Il raconte qu'il a dû vendre ses Ethers à 300 $ pour ce trade. Et le discount était pas très élevé en février 2021, il était seulement de 1%, mais c'était seulement le commencement. Le vrai problème, c'était en fait le coût d'intérêt. Parce qu'en fait, ils étaient en train d'emprunter contre du cash. Donc en gros ils avaient déposé 1 million de dollars et ils ont récupéré 3 millions de dollars en Bitcoin. Sauf que en plus d'être en perte, tu dois payer des intérêts en BTC Ether. Sauf que le truc c'est que le BTC il faisait que de monter, et donc par conséquent tu devais rembourser de plus en plus d'intérêts en fait. Et donc c'était ça le problème. Donc il a commencé à appeler tous les third party qui lui prêtaient de l'argent, et les a implorés de lui donner une pause en fait d'intérêt parce que c'était extrêmement compliqué de repayer, ses prêteurs etc savaient que eux et tous ceux qui étaient dans ce trade étaient dans le rouge fortement,
Et le pire, c'était que du coup, Ether était en train de pump et donc les intérêts également, ce que je disais tout à l'heure. Et donc sur les mois suivants, les intérêts sont descendus, donc de passer de moins 6% à moins 4,25%. Sur une position qui est d'environ 3 fois, donc on a un levier de 3 fois, donc ça veut dire qu'ils payaient environ 13% de la position totale d'intérêt. Donc j'imagine que c'est par an. Et donc ils ont prépayé en fait les taux d'intérêt au cas où ETH faisait que pumper sur la continuité. Et ensuite l'attente était insupportable. Ils avaient déjà payé leurs intérêts et résolu ce problème. Mais il y avait maintenant un problème plus important. Tout le monde faisait de la thune en DeFi, c'était la folie, etc. Et nous, en gros, ils étaient simplement en train de voir l'inévitable arriver parce qu'ils ne pouvaient pas sortir du trade. Et ensuite, en mai 2021, c'est qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ça devient de pire en pire. Et ils se demandaient pourquoi, du coup, la correction avec le Nasdaq était négative. Ils ont essayé également de convertir ces putains de shares, comme il le dit. On se pose la question, pourquoi le premium, jusqu'alors jamais passé négatif, est-il devenu un discount? C'est qu'en fait, les gens, après le Covid, ils étaient tous online et donc ils se sont rendus compte qu'ils avaient juste à buy du BTC via Coinbase plutôt qu'avec leur compte tradi via du GBTC. Parce que en post-Covid, tout le monde était online, donc tout le monde s'est renseigné, etc. Et en gros, ce qu'il dit, c'est qu'ils avaient envoyé des mails et averti Grayscale à propos de ce discount, etc. Et que tous les investisseurs allaient être dans la sauce. Et qu'en gros, la majeure partie des gens ne faisaient pas de thunes. Et en fait, ces gens étaient la cause de la méga pump du Bitcoin à l'époque. Ensuite, le jour de grâce arriva. David, du coup, et son ami se sont mis sur TradeStation et le discount était à propos de un peu plus ou moins de moins 4 à moins 8%. Et donc, il y a un de leurs investisseurs de leur fonds qui a demandé pourquoi est-ce qu'on reste dans le trade? Pourquoi est-ce qu'on resterait pas dans le trade? Et je pense que ça va rester, que ça va remonter, on devrait rester. Et en gros, lui dit, il n'y a pas moyen, on se casse vite, vite, vite. Et ensuite, du coup, dès que leurs shares ont unlock, ils ont vendu toutes les parts qu'ils pouvaient. Ce qu'ils disent, c'est que du coup, unlock, transfert, les vendre, Telegram Message Sale, mark to market discount, etc. Et ils continuaient à l'infini au fur et à mesure que leur part était débloquée. Le marché a absorbé leurs ventes de THE shares quite well, donc très bien. Et ensuite, il se demande qui était en train d'acheter ça. Et il dit on s'en bat les couilles, on est sorti à moins 4% de discount. Et en gros, pourquoi est-ce qu'on n'a pas keep? Parce que tout simplement, ils voulaient pas payer des méga intérêts. Et donc, ils ont booké via ce trade une perte de moins 38%. Mais imaginons qu'ils n'avaient pas pris cette décision et qu'ils avaient attendu que le discount atteigne les moins 55%, donc énorme, c'est-à-dire qu'une shares de THE, qui à l'époque se tradait 30% plus cher qu'un Ether, au final valait moins 55% par rapport à la share initiale, ce qui est une catastrophe pour tous les fonds qui avaient investi dans ce trade. Et donc, qu'est-ce qui serait passé s'ils avaient gardé et qu'ils étaient restés avec leurs shares? Les intérêts auraient continué à s'accumuler, donc 100%. Ether aurait pu monter jusqu'à encore 10 fois plus. Ils auraient pu emprunter 10 fois plus. Le discount aurait pu descendre à moins 50%, donc 10 fois le discount auquel ils ont exit. Et maintenant, vous multipliez tout ça par moins 1, ça fait en gros une perte de moins 50% fois 10 fois 10, moins 100%. Donc c'est-à-dire une banqueroute pour ce fonds. Donc ce qu'il dit, c'est qu'ils ont minimisé les dégâts. Ils n'ont pas utilisé de client money comme BlockFi ou FTX. Ils n'ont pas détruit leurs amis comme l'a fait Three Arrows. Et ils n'ont pas caché à leurs investisseurs comme tous les autres qui ont explosé. Aujourd'hui sur le marché, on voit donc 35 milliards de dollars de GBTC qui sont en train d'être sold. Et en fait, c'était ce qui restait du 2020-2021, du cycle de 2020-2021. Et en fait, ça a fait un full circle. C'était les gens qui vendent là, c'était ceux qui avaient acheté lors de la pump avec un gros discount négatif. Maintenant que le discount est revenu positif, les gens peuvent sortir de ce trade complètement toxique. Et en gros, ce qu'il dit, c'est que de nombreux grifters institutionnels, donc de gros scammers, etc. institutionnels, sont partis en fait tout simplement maintenant après ce trade. Et donc, il n'y a plus de FTX, plus d'over leverage trade,
plus de risque systémique. Et ce qu'il dit, c'est que bah, les gens se plaignent en fait sur ce cycle de manque d'innovation. C'est vrai qu'il n'y a pas eu d'énormes innovations sur le plan technique depuis le 2021. Mais par contre, en fait, il y a maintenant, c'est une plaine innocente sur un terrain sain où le BTC peut maintenant reconstruire de nouvelles racines et grandir à nouveau en tant que marché avec une nouvelle en fait une nouvelle peau. Et ce qu'il dit, c'est qu'est-ce qui aurait pu sauver tout ça, c'est tout simplement si on avait un putain d'ETF en 2021, un ETF spot, parce que du coup tout ce trade n'aurait pas eu lieu, n'aurait pas eu la possibilité d'avoir lieu. Et voilà, donc c'est comme ça que se termine ce trade du faiseur de veuve. Et maintenant on va parler du coup d'un trade de Hawk, qui est un journal de crypto, ça vous intéresse, très sympa. Qui fait une liste tout simplement des personnes à suivre en 2024. Donc je vais pas la lire, mais je vous laisse checker ici. Perso, moi je suis Eric, Richard Teng, Andri, Evgeny, Irène, Sandip je suis, Defilama je suis, ZachXBT je connais pas, Pierre Crypto je suis et je suis Eric. Voilà, je vous laisse checker ça. J'espère du coup que ce Tishma Show un peu long vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo avec vos amis et à me rejoindre sur mes réseaux dans le lien en description. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à vendredi prochain. Ciao!